l'anurie. Et je remercie surtout l'assistance qui est restée avec nous jusqu'à cette heure de la journée. Donc, parler de l'anurie obstructive, il faudra d'abord définir ce que c'est l'anurie d'une façon générale, et puis faire la part entre ce qui est obstructif et ce qui ne l'est pas. Donc l'anurie, c'est très simple, c'est l'absence de duresse, c'est l'arrêt total ou presque de la duresse. En fait, on rapproche de l'anurie l'oligurie ou l'oligonurie, c'est-à-dire quand la duresse n'excède pas 200 cc par jour. Il s'agit d'une véritable urgence thérapeutique car elle met en jeu rapidement le pronostic vital. Pourquoi? Parce que le rein ne fonctionne plus, ses capacités d'excrétion de sel, c'est-à-dire de sodium, sont mises à défaut, d'où la surcharge, le risque de surcharge. Donc l'organisme, il va garder l'excès de sodium qui n'a pas été épuré par le rein, et le risque, bien sûr, va se voir au niveau du poumon avec le risque d'œdème aigu du poumon, mais également le risque d'hypercalémie, et vous connaissez tous les conséquences cardiaques de l'hypercalémie. Donc l'anurie, quelle que soit son étiologie, constitue une véritable urgence thérapeutique qui met en jeu le pronostic vital. Donc l'anurie obstructive, c'est une anurie qui est dite post-rénale. Le rein est normal, le système vasculaire est normal, seulement la voie excrétrice, c'est elle qui est malade. En fait, le rein produit de l'urine, mais cette urine n'arrive pas jusqu'à la vessie. Donc il y a un obstacle sur le chemin de l'urine, du rein vers la vessie. Cet obstacle, soit il est bilatéral, soit il est unilatéral quand il y a un seul rein qui est fonctionnel. L'obstruction au niveau des voies urinaires, elle bloque, elle entraîne un arrêt du fonctionnement du néphron, donc un arrêt de la filtration glomérulaire, et à la longue, cette hyperpression liée à l'obstruction va entraîner des lésions au sein même du parenchyme rénal. Donc, il y a urgence thérapeutique du fait qu'il y a risque vital par le fait qu'il y ait une surcharge pulmonaire ou bien des troubles une dyskaliémie avec une hypercalémie menaçante, mais il y a également un risque de lésion irréversible si on ne lève pas rapidement l'obstruction au niveau du rein. Donc, la suppression brutale de cette obstruction est un élément capital pour pouvoir espérer récupérer une fonction normale du rein. Je rappelle que dans le cadre de l'anurie obstructive, le rein est primitivement normal. Il n'y a pas de pathologie rénale. On oppose aux anuries obstructives les autres anuries. On en a parlé tout à l'heure, des anuries fonctionnelles. En fait, ce sont toutes les anuries, toutes les anuries qui sont d'origine vasculaire. Donc, il n'y a pas de sang qui arrive au niveau du rein, il n'y a pas de carburant, le rein ne fonctionne pas. Et quand est-ce qu'on voit ces situations-là? C'est surtout dans les situations où il y a une hypoperfusion, donc dans les états de choc en général, ou bien dans les états de déshydratation. C'est ce qui fait d'ailleurs la gravité de la déshydratation chez le nourrisson ou le nouveau-né. L'anurie rénale, c'est l'anurie qui est en rapport avec une pathologie du néphron. Ce sont les anuries les plus fréquentes, et l'exemple type, c'est la glomérulonéphrite aiguë ou la nécrose tubulaire aiguë. Ce sont des pathologies donc propres au parenchyme rénal. Revenons à notre anurie obstructive. Nous savons tous que l'obstacle au niveau de la voie excrétrice génère une hyperpression qui a des conséquences sur le parenchyme rénal, notamment sur les cellules tubulaires du glomérule, mais on n'en parle pas assez souvent, mais cette hyperpression peut parfois entraîner des conséquences chirurgicales et qui sont donc les ruptures de la voie excrétrice qu'on arrive surtout au milieu urologique, c'est des urgences qu'on voit assez souvent. Il y a des pertes, des ruptures brutales de la voie excrétrice en rapport avec ces hyperpressions brutales
qui fait que l'urine s'écoule dans le rétropéritonéal, donc dans l'espace rétropéritonéal. Donc à côté de cette anurie-là, nous avons également un tableau d'une collection liquidienne rétropéritonéale. Donc, conséquences mécaniques, conséquences métaboliques, conséquences fonctionnelles. Vous voyez, donc l'anurie obstructive engendre pas mal de problèmes. Quel est le mécanisme physiopathologique qui explique en quelque sorte cette atteinte rénale, qui est dans un premier temps réversible et puis en absence d'une levée rapide de l'obstruction devient irréversible? C'est toujours cette hyperpression. Cette hyperpression engendrera, donc elle va se transmettre plutôt jusqu'au tubule rénaux au niveau du glomérule, de l'appareil glomérulaire, et cette hyperpression va engendrer des lésions tubulo-interstitielles et par la suite, ces lésions-là deviendront irréversibles et donc d'une insuffisance rénale sur un rein qui est primitivement sain, on transforme l'insuffisance rénale deviendra rapidement organique. Comment diagnostiquons une anurie? Je pense que le diagnostic ne pose pas souvent de problème. En fait, il y a absence de miction et la vessie qui évite. En fait, il n'y a pas de miction parce que l'urine qui est fabriquée au niveau du rein est bloquée à un niveau quelconque de la voie excrétrice urinaire supérieure. La vessie reste vide. Donc le patient n'a pas envie d'uriner et il n'y a pas de diurèse. À côté de ce symptôme-là, vous avez également d'autres symptômes en rapport avec l'étiologie en cause. C'est une obstruction, donc l'obstruction est égale à dilatation. La dilatation va se manifester par un syndrome douloureux, le plus souvent de siège lombaire. Bien sûr, quand l'anurie se prolonge, vous aurez les signes d'insuffisance rénale aiguë. Donc, au premier plan, vous avez les nausées et les vomissements. Le diagnostic de la gravité de l'anurie est toujours biologique. Vous avez classiquement le bilan standard qu'on demande et le bilan rénal plus un ionogramme, éventuellement associé à la réalisation d'un électrocardiogramme. On retrouvera toujours une augmentation de la créatinémie et de l'urée. Puis, selon la sévérité de cette insuffisance rénale aiguë, vous aurez des signes d'hyperkaliémie. Ces signes d'hyperkaliémie, quand elles sont menaçantes, cette hyperkaliémie, quand elle est menaçante, va s'associer à des troubles du rythme cardiaque. En fait, le risque vital est majeur quand la kaliémie devient supérieure ou égale à 6,5 millimoles par litre. Et à partir de là, en présence de cette hyperkalémie menaçante, ou en présence de signes de surcharge pulmonaire, de signes de démaigulement devant une anurie, l'indication d'un traitement néphrologique urgent, savoir une épuration extrarénale, est posée. Le diagnostic maintenant de l'anurie obstructive est simple, il suffit d'avoir une imagerie qui va montrer des cavités rénales dilatées. Et à notre sens, l'examen recommandé dans ce contexte-là de l'urgence est l'échographie qui va montrer donc des cavités dilatées et qui va rattacher tout simplement cette anurie à un obstacle au niveau de la voie excrétrice urinaire. Maintenant, en pratique courante, quelles sont les étiologies que nous rencontrons le plus souvent aux urgences en cas d'anurie obstructive? Vous avez d'abord toutes les néoplasies, en particulier les cancers pelviens. Vous avez souvent chez l'homme le cancer de la vessie et le cancer de la prostate. Je vous rappelle que le cancer de la prostate, c'est le premier cancer de l'homme par ordre de fréquence. Vous avez également les cancers pelviens chez la femme, notamment les tumeurs utérines quand elles sont à un stade localement avancé. Bien sûr, la survenue d'une anurie devant cette étiologie néoplasique est souvent un signe de mauvais pronostic. Les étiologies lithiasiques, on les retrouve dans presque la moitié des cas. Il s'agit alors soit le plus souvent d'une obstruction de la voie excrétrice d'un seul rein, l'autre rein étant soit absent,
dans le cadre de la génésie, ou bien c'est des patients qui ont bénéficié déjà d'une ablation chirurgicale de ce rein-là pour une étiologie le plus souvent lithiasique. Donc vous voyez, c'est des malades qu'on a déjà pris en charge et qui ont bénéficié de néphrectomie pour calcul, et que, comme vous le savez tous, la maladie lithiasique, c'est une maladie qui récidive assez souvent. Ce sont des gens qui sont amenés à faire des récidives lithiasiques, et quand ça fait un calcul sur un rein unique et que ça entraîne une obstruction aiguë et brutale, vous voyez un petit peu le tableau dramatique de l'insuffisance rénale aiguë sur un simple petit calcul qui va obstruer un urtère de 6 mm. Accessoirement, vous avez également les lithiases métaboliques. Donc là, j'ouvre une petite parenthèse pour vous parler de la lithiase urique. C'est une lithiase qu'on voit chez des sujets qui présentent des hyperuricémies, soit des gens qui sont suivis pour une maladie coûteuse ou pour tout simplement une hyperuricémie. Et ces gens-là, ce sont des patients qui font des lithiases d'organismes, c'est-à-dire les calculs sont en rapport avec cette hyperuricémie avec son corollaire hyperuricurie, donc présence de beaucoup de cristaux d'acide urique dans l'urine, qui fait que c'est des patients qui sont susceptibles de faire des lithiases au niveau des deux reins, et donc parfois ces lithiases-là deviennent obstructives et ça entraîne des anuries. Une cause qui est chirurgicale et qu'on ne doit pas négliger également, c'est l'hyperparathyroïdie. L'hyperparathyroïdie qui entraîne des lithiases bilatérales d'origine calcique, parce que l'hyperparathyroïdie s'associe à un trouble du métabolisme phosphocalcique et ça entraîne des lithiases rénales bilatérales. Les autres causes qu'on voit également de temps en temps au niveau des structures des urgences, ce sont surtout les sténoses post-radiothérapie. Vous savez, actuellement, on fait beaucoup de radiothérapie pour les cancers du côlon, pour les cancers du sein, pour les cancers de l'utérus, en fait, pour les tumeurs gynécologiques. Et souvent, ce sont des malades qui font des sténoses qui évoluent à bas bruit. Donc, c'est des sténoses qui sont d'aggravation progressive, parce que les lésions, la fibrose post-radiothérapie, elle s'installe d'une façon lente, insidieuse et progressive. Et donc, il nous arrive de recevoir pas mal de gens qui sont guéris de leur cancer d'origine, ou bien qui ont été pris en charge de façon curative pour leur cancer d'origine, mais c'est des gens qui ont comme effet secondaire ou comme dommages collatéraux de cette radiothérapie des conséquences fonctionnelles sur la voie excrétrice de ce rein-là. Comme je vous l'ai dit, ça se développe d'une façon insidieuse et progressive. Donc, elle est guérie ou il est guéri de son cancer, mais comme corollaire, une insuffisance rénale aiguë et qui, lorsqu'elle n'est pas prise en charge rapidement, soit c'est le décès, soit l'installation d'une insuffisance rénale chronique. Une étiologie qui est assez mystérieuse, mais qui est également fréquente, c'est la fibrose rétropéritonéale. On la cite toujours dans les manuels. C'est quoi la fibrose rétropéritonéale? Eh bien, tout simplement, c'est la transformation du tissu adipeux normal du rétropéritoine en un tissu scléreux, fibreux, inflammatoire, qui va enserrer, qui va comprimer l'urtère et qui fait qu'il y aura une dilatation progressive de la voie excrétrice. Cette fibrose-là évolue de façon insidieuse jusqu'à entraîner parfois une obstruction complète. Ça peut toucher un rein, ça peut toucher les deux reins, et quand c'est les deux reins, c'est l'insuffisance rénale chronique qui peut se compliquer par des épisodes d'acutisation ou des épisodes d'insuffisance rénale aiguë. Comment on évoque ce diagnostic de fibrose rétropéritonéale? C'est simple, c'est la présence d'une hydronéphrose à l'échographie associée à une altération de la fonction rénale et un syndrome inflammatoire biologique, c'est-à-dire une VS élevée, une CRP élevée, devant un bilan rénal perturbé, une altération de la fonction rénale associée à des signes de compression tels que les douleurs lombaires. C'est une pathologie qui est idiopathique dans la majorité des cas, c'est-à-dire on ne connaît pas exactement cette étiologie, elle touche beaucoup plus l'homme que la femme. On la voit chez l'homme d'âge mûr, entre 50 et 60 ans, et à l'imagerie, elle se manifeste donc par une hydronéphrose bilatérale. Quand on a affaire à un bon échographiste, celui-ci reconnaît cette plaque de fibrose qui se situe au niveau des gros vaisseaux et qui va comprimer les urtères. Sinon, avec les systèmes d'imagerie, on a un signe qui est assez souvent relié à cette pathologie, c'est les deux urtères qui sont attirées vers la ligne médiane.
Comment on diagnostique cette fibrose rétropéritonéale? Le diagnostic, c'est l'imagerie. L'imagerie, c'est le scanner ou l'IRM. Plutôt l'IRM que le scanner, car rappelez-vous, vous êtes devant, ou bien vous êtes en présence de gens qui ont déjà une insuffisance rénale débutante, voire aiguë. Dans ces cas bien précis, l'imagerie qui est la moins nocive sur le rein, c'est bien l'imagerie par résonance magnétique nucléaire qui va montrer cette plaque de fibrose qui entoure l'aorte et qui entoure également les urtères avec comme corollaire une hydronéphrose, c'est-à-dire une dilatation des deux reins. Jadis, donc les premiers cas de fibrose rétropéritonéale étaient décrits chez les patients qui ont pris des médicaments. Et les médicaments qu'on utilisait, qui ont été incriminés le plus, c'était les médicaments qu'on utilisait dans le traitement de la migraine, c'est-à-dire les dérivés de l'ergot de seigle. L'ergotamine, la dihydroergotamine, c'était les traitements de fond de la migraine et tout ce qui est pathologie céphalée. Et ben, ces gens-là, du moins pour une certaine partie, développaient ces insuffisances rénales avec fibrose rétropéritonéale. Et puis, il n'y a pas que ça qui peut entraîner une fibrose rétropéritonéale. Vous avez également les cancers notamment les lymphomes, qui peuvent s'accompagner de ces fibroses-là. Mais en général, quand on fait notre enquête étiologique, dans la majorité des cas, la fibrose rétropéritonéale est idiopathique. Elle se manifeste par des douleurs qui s'expliquent tout simplement par la compression des urtères par ce tissu fibro-rétropéritonéal. Et à un certain moment, vous avez une atteinte rénale qui va se manifester par une insuffisance rénale, et à un stade ultime, vous avez l'oligoanurie. Il n'y a pas que les urtères qui sont comprimés, vous avez également la veine cave et les vaisseaux iliaques, ça donne également des œdèmes, des thromboses, de la varicocèle. Donc pensez à poser le diagnostic de fibrose rétropéritonéale devant une insuffisance rénale que vous n'arrivez pas à expliquer. Vous avez des signes de compression, vous avez des signes inflammatoires, vous avez cette hydronéphrose. La fibrose rétropéritonéale doit être évoquée et les examens d'imagerie vont vous confirmer. Alors, pour terminer, quel est le traitement de cette fibrose rétropéritonéale? C'est la corticothérapie qui a transformé radicalement le pronostic de ces malades-là. C'est un traitement qui est lent et qui est associé à un drainage de la voie excrétrice. Maintenant, ce mode de drainage n'est pas propre à la fibrose rétropéritonéale, mais il est également préconisé devant toute situation d'anurie obstructive. Vous avez le drainage par la sonde WJ, vous avez le drainage par néphrostomie. Ce sont les deux modalités qu'on utilise pour le drainage dans le cadre de l'urgence pour toute situation d'anurie obstructive, car il s'agit de désobstruer la voie excrétrice urinaire. Le drainage par la sonde WJ se fait d'une façon très simple. On fait monter une sonde à travers le méa urétéral repéré par cystoscopie, et cette sonde-là, elle va court-circuiter l'obstacle et permet de préserver le schéma corporel. Seulement, cette situation n'est pas possible quand la sonde n'arrive pas à franchir l'obstacle. Alors, on court-circuite cet obstacle-là et on crée carrément un shunt entre le rein et la peau par néphrostomie percutanée. C'est un procédé très simple qui se fait sous repérage échographique. Rappelez-vous que les reins sont dilatés, donc c'est facile à repérer, c'est facile à exécuter et ça sauve des vies. Un mot très important, nous avons eu à gérer, je vous en parle parce que nous en avons vu d'authentiques syndromes de levée d'obstacles. C'est-à-dire, on croyait régler le problème de l'anurie, mais en post-opératoire, on se retrouvait avec des malades qui urinaient jusqu'à 20 litres par jour. 20 litres d'urine par jour. Et je vous assure que c'est pas facile à gérer. C'est ce qu'on appelle le syndrome de levée d'obstacle. Et ce syndrome de levée d'obstacle, en fait, qui est lié au rein, qui est complètement déréglé, et que le rein qui est assommé, donc il ne retient plus le sodium. Tout le sodium part dans la voie excrétrice et vous aurez une hyperdurèse qui est très 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 importante. Je vous assure qu'on était plus stressé de gérer le syndrome de levée d'obstacle que de gérer l'anurie elle-même. Donc cela est lié au fait que les lésions tubulaires induites par cette obstruction aiguë, ces lésions tubulaires-là, donc il fallait attendre un petit peu qu'il y ait régénérescence de nouveaux tubules rénaux pour que le processus puisse reprendre de nouveau. Souvent cette phase
de levée d'obstacles dure jusqu'à 48 heures, parfois 72 heures. Comment on gère ça? C'est simple. On recueille les urines, on fait des ionogrammes et on compense les pertes. En conclusion, l'insuffisance rénale aiguë obstructive, le diagnostic ne souffre d'aucun problème. C'est l'absence de miction, l'absence de diurèse avec une vessie vide, pas d'envie d'uriner. L'écho règle le problème, elle montre une hydronéphrose. Quand la situation est gravissime, c'est-à-dire quand vous avez à l'examen clinique des signes de surcharge pulmonaire ou quand vous avez une hypercalémie menaçante, il n'y a pas de discussion, il faut réaliser une épuration extrarénale en urgence. Sinon, dans les autres situations, le traitement qui s'impose, c'est de réaliser un drainage de la voie excrétrice, soit en respectant le schéma corporel par une montée de sang du urétéral, soit en court-circuitant l'obstacle et en réalisant une néphrostomie. Bien sûr, je n'ai pas parlé du traitement de l'étiologie, car le traitement étiologique est toujours secondaire. Il faut savoir que quand vous êtes devant un syndrome de levée d'obstacle, à chaque fois que ce syndrome de levée d'obstacle est chronique, comme vous savez ce qui se passe, parfois on ne prend pas en charge rapidement les malades dans des structures par manque d'urologue, par manque de quelqu'un qui va réaliser une néphrostomie ou là une montée de sang, et on est obligé de le transférer par exemple de Béjaïa à Tizi après un délai de 48-72 heures. Sachez bien que ce sont ces gens-là qui sont susceptibles de faire des syndromes de levée d'obstacle. Puisqu'on tarde à drainer la voie excrétrice, puisqu'on a de risques de syndrome de levée d'obstacle. Donc la seule prévention efficace de ce syndrome de levée d'obstacle, c'est le drainage rapide dès que le diagnostic est posé de la voie excrétrice. Je vous remercie.